pas vous aider beaucoup, voilà, parce que je ne suis pas toujours fidèle à moi-même. Je vous propose qu'on commence la soirée. Donc merci beaucoup à vous d'être venus avec ce beau temps, hein, qui nous éclaire tous. Et donc c'est la première soirée aujourd'hui dans le cadre de l'exposition anniversaire des 40 ans de la galerie. Première soirée consacrée à l'événement, à la voix, à la performance, à quelque chose qui se passe sur le moment dans l'exposition, avec toutes ces œuvres qui nous entourent, qui sont d'une autre nature, qui ont beaucoup de choses à nous dire, mais qui ont un autre rapport au temps, disons. Des œuvres d'artistes qui ont exposé au fur et à mesure des années pendant ces 40 ans. Tout le monde n'est pas là, beaucoup de gens sont présents. Alors c'est une exposition qui a été importante, qui n'a pas été facile à décider, mais que je suis absolument ravi maintenant de pouvoir partager avec vous. Et puis de partager aussi ces moments de soirée comme ce soir, et grâce aux personnes qui ont accepté de participer, et donc en l'occurrence Antonia Soulez et Catherine Belkodja, que je remercie beaucoup, infiniment. Et donc la soirée de ce soir sera plutôt autour du mot. Du mot, M-O-T. Ah oui, Du mot. Ah oui, ah oui. Peut-être pas exclusivement, puisque Catherine peut-être nous réserve des surprises avec des formes d'improvisation. Le mot était toujours un médium, disons, qui a été tout au long du parcours, qui a été un peu en toile de fond de l'expérience de la galerie. Il y a eu souvent des événements autour de la poésie, dans différentes langues, que ce soit en français ou en anglais, aussi en japonais. Il y a eu différentes aventures qui ont eu lieu dans le rapport à la poésie. Le mot lui-même est un peu présent dans tout ce qui se passe aussi, même dans cet accrochage. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent dans cet accrochage. Et alors peut-être qu'un fil avec... j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais dire sur la poésie d'Antonia Soulez. Moi-même, je n'en dis rien. Voilà. Alors, vous savez, je vais vous faire un aveu tout à l'heure. Alors je me lance. Il me semble que dans votre poésie, il y a quelque chose qui est d'abord en rapport avec un événement qui est à l'origine du poème. Et que cet événement, donc, contenu dans le poème, est une forme de déroulement, on pourrait dire, à l'intérieur du poème, et que ce déroulement est de l'ordre d'une temporalité d'histoire, de choses qui se déroulent. Et à l'intérieur de ce déroulement, il y a certains mots qui produisent un peu comme des étincelles, comme des événements eux-mêmes, et qui sont d'une autre ordre de temporalité. Donc on a des choses qui se passent à l'intérieur du poème. Oui. Et voilà, donc c'est vrai que c'est lié à l'événement. D'ailleurs, j'ai apporté ici le mot, un petit exemplaire qui s'appelle qualia. Qualia, c'est un mot qui veut dire en philosophie les qualités secondes. Les qualités secondes, c'est une façon d'éliminer les qualités premières. Hein. Donc il reste les qualités. Hein. Donc c'est un des poèmes qui porte sur l'événement qualité. Hein. Il y a une petite explication derrière, je peux le lire si vous voulez. Alors peut-être je peux juste ajouter que Antonia Soulez est poète, mais également philosophe, et importante philosophe. Donc ça, vous allez peut-être nous en dire quelques mots. Oui, je vais vous dire justement pour relever un peu le défi. Moi, je suis professionnellement philosophe. J'ai fait mon travail chez les Grecs. Hein, j'étais helléniste au départ. Ça m'a beaucoup marqué. Je suis une lectrice du Cratyle. Le Cratyle portait sur les mots, mais on ne disait pas mots, on disait les noms, hein, onomata. Et ce sont des jeux d'assonance sur les mots. C'est très étonnant que ce dialogue soit un dialogue écrit par Platon. Hein, parce que Platon n'aimait pas trop les poètes. Hein, et il met évidemment Socrate en scène. Alors Socrate a un double jeu. Hein, à la fois il s'y prête à ce jeu d'assonance. On dit qu'il va chercher les étymologies, mais l'étymologie c'est une discipline moderne. Évidemment ça n'existe pas
à l'époque. Hein. Par ailleurs, les poètes étaient mal vus par Platon dans la République, il n'en fallait pas trop. Donc quand Socrate se prête à ce jeu, il faut l'entendre cum granum salis. Et évidemment, il y a beaucoup de jeux, de sauts, et même je dirais de pirouettes, hein, et d'impertinence par rapport à la philosophie qu'on a l'habitude d'attribuer à Platon. C'est un drôle de dialogue, le Cratyle. Et... J'aimerais juste ajouter, avant que vous commenciez, oui. Qu'il y a aussi un certain nombre de livres de poésie qui sont disponibles ici. Et donc, vous êtes multiple, si l'on peut dire, et Catherine Belcogia est très multiple également, puisque pratique la peinture. Il y a une œuvre d'elle qui est présentée à l'entrée de l'exposition, qui est sous forme de bande dessinée, donc une œuvre tout à fait récente, qui est un travail que Catherine poursuit maintenant depuis déjà un certain temps. Donc Catherine écrit aussi de la poésie, notamment des haïkus, joue. On s'est rencontrés par l'intermédiaire du cinéaste Chris Marker, une autre personne aussi dans la rencontre qui a compté, qui est Michael Schamberg. Voilà, donc un chemin de rencontre et d'amitié, on peut dire, dans ce parcours qui nous a réunis. Et donc chaque intervention est prévue pour de l'ordre d'un quart d'heure. Il n'y a aucune minute, il y a, enfin voilà, donc un certain temps peut-être d'attention aussi voilà, qui peut correspondre à une durée normale d'attention. Enfin, ça, pour l'aventure, voilà. Et puis donc d'abord vous, et puis après bon, Catherine Belcogia. Voilà. Donc je suis j'ose pas, j'aime pas dire professionnelle, mais en fait j'ai beaucoup enseigné la philo. Ça a commencé à 23 ans, 22-23 ans, donc j'ai vraiment fait ma carrière de ça. Mais après les Grecs, j'ai bifurqué. C'est ça que j'ai pas pu dire tout à l'heure. J'ai bifurqué vers la philosophie du langage, hein, mais la philosophie du langage moderne, qui n'a pas grand-chose à voir avec le logos des Grecs. Hein. Donc j'ai changé complètement de paradigme, j'ai changé de cap. Hein. Mais en même temps, je me suis intéressée à des philosophies qui avaient un très mauvais rapport avec Platon. Hein. Et donc ça m'a toujours intéressée, hein, parce que les très mauvais rapports sont très féconds. Hein. Il faut pouvoir s'expliquer avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et si on ne peut pas le faire, on n'est pas philosophe. Il faut savoir pourquoi on se sépare, sinon c'est pas la peine. Voilà. Donc il y a beaucoup de tournants dans mon affaire, hein, et par ailleurs il y a des choses incontrôlables. Hein. Il y a le plaisir qu'on prend et qui ne se mesure pas à des réquisites, à des devoirs-faire, même à des injonctions professionnelles. Je cache ce que je fais à beaucoup de gens. Hein. Et si j'avais dit que je faisais cette philosophie ou même de la psychanalyse, il y a beaucoup de choses que n'aurait pas ouvert la porte. Hein. Donc il faut faire très attention dans ce monde-là. Hein. On n'a pas le droit d'être plusieurs. Hein. Vous voyez, Henri Michaud disait « Je suis multiple sous ma peau hein, ». Je suis plusieurs sous ma peau. Hein. C'est extrêmement important. Hein. Tandis que dans cette conception moderne, il faut renvoyer une image qui correspond à vous et une image unique. Hein. Et c'est très faux. Hein. Très faux parce qu'on n'est pas d'un seul, hein, on n'est pas du béton, voilà. Alors je vais donc vous lire, parce que c'est la deuxième fois que Arnaud Lefebvre gentiment nous propose de lire des poèmes. La dernière fois j'étais avec des musiciens. J'ai l'habitude de beaucoup travailler sur la musique. Donc il y a la musique a beaucoup d'importance dans ma poésie. Vous le verrez 2-3 fois. C'est pas constant, mais ça compte beaucoup. Et j'ai aussi des expériences avec des musiciens professionnels qui sont soit improvisateurs, soit compositeurs. Et il y en a un qui est l'éditeur de cette collection-là, qui me publie en poésie, justement. Et qui s'appelle Jean-Marc Chouvel. L'autre est une Libanaise qui est mezzo-soprane, avec une voix tout à fait sublime, et avec laquelle je joue aussi. Quelquefois, on joue à 3. Alors la dernière fois, on était 3. Vous voyez, il y avait un programme avec 3 personnes, dont moi,
Et là, cette fois, c'est la voix seule. Hein. On va voir ce que ça donne. Je le fais aussi, mais pas de façon. De toute façon, je ne peux pas le faire beaucoup parce que c'est quand même pas mon métier principal. Là, j'ai deux vies, si vous voulez. J'ai deux vies et ça se présente comme ça se présente. Alors là, vous aurez donc presque une profession de foi, c'est-à-dire que je trouve en philosophie, vous savez, il est très à la mode de dire l'idée, l'ineffable, bon, etc. Et moi, je suis totalement opposée à ça. Vous parlez de mots, hein, ça prouve que vous ne réduisez pas la poésie à une quête d'ineffable. S'il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de poésie s'il n'y a pas le son du mot, hein, qui est le son du sens, qui n'est pas simplement une chose ineffable, désincarnée, c'est tout le contraire. Le son doit s'entendre, hein, sinon c'est pas la peine, hein, il n'y a pas de poésie sans ça. Alors donc le signifiant vocal est premier, voilà. Donc je me mouille un peu en disant l'ineffable ici n'a pas sa place. Hein. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi une dédicace imprononçable, hein? Bah, c'est un peu un défi. Quelque chose est imprononçable dans une dédicace et à la fois, il faut que ça s'entende. Donc il faut faire entendre ce qui n'est pas... il faut pouvoir proférer, donner un son vocal à des choses qui ne sont pas forcément accessibles tout de suite, hein, facilement. Il faut parfois des phrases entières, et il ne faut pas que ça commence, c'est parfois au milieu, hein, d'une phrase que quelque chose se dessine. Voilà, on ne va pas du silence au bruit. Hein. Le mot, le langage, il est pris dans un milieu, hein, il émane d'un milieu sonore. Nous sommes tous pris dans des milieux sonores. Ce n'est pas que les mots ou la poésie, c'est beaucoup d'autres choses. Ouais. Voilà, donc voilà ma présentation. Alors, il faut quand même que je dise que dans la philosophie du langage contemporaine, j'ai donné beaucoup dans il s'agissait de faire connaître le Cercle de Vienne, absolument inconnu en France, hein, parce qu'on mélangeait avec la philosophie américaine. Bon. Donc à partir de 80-90, on a découvert qu'il y avait un courant qui s'appelle le Cercle de Vienne, qui a émergé dans les années 20 entre deux guerres à Vienne, hein, et qui indique que la philosophie du langage est née dans beaucoup d'endroits, mais enfin, si vous voulez, elle n'était pas simplement overseas, hein, elle n'était pas un courant simplement outre-Atlantique. Elle avait des racines à Vienne, et même on pourrait dire plus, mais là, ce n'est pas le lieu. Hein. Le Cercle de Vienne est celui qui l'a inspiré beaucoup, et c'était comme ça, hein, c'était pas harmonieux, c'était pas on est d'accord, Béni oui, etc. Non, non, c'est Wittgenstein qui était une figure récalcitrante, qui ne voulait pas qu'on l'assimile au Cercle de Vienne, que le Cercle de Vienne ne voulait pas le rencontrer, et Wittgenstein, plutôt c'est Wittgenstein qui faisait la fine bouche, hein, et il n'aimait pas beaucoup qu'on le cite comme un inspirateur. Donc Wittgenstein est une figure pour moi très, très importante. Merci. Et il n'y a pas aucune continuité dans ce que je fais. Ça paraît très, très différent, mais en fait, il y a un motif. Vous savez, c'est comme chez les artistes. Les artistes travaillent sur des motifs. Hein. Et bien moi, je voudrais dire que les philosophes aussi. Hein. Ils ne feront pas que du concept. Hein. Voilà. En plus, les concepts, ça ne s'entend pas. Et moi, j'aime que ça s'entende. Voilà. Alors, vous allez entendre... après Imprononçable dédicace, d'abord c'est le titre des poèmes qui ont été publiés dans la revue Poésie. La revue qui a été créée par Michel de Guy, hein, en 1976, je crois bien, la revue Poésie, aux éditions Belin. De Guy était un très grand poète, qui est mort il y a quelques années, 3-4 ans, 5 ans peut-être. Et elle a été reprise par quelqu'un qui s'appelle Martin Rueff. Moi, j'avais publié déjà dans la revue Poésie, mais là, Martin Rueff m'a donné la possibilité de publier à nouveau dans un numéro qu'il a dirigé lui.
lui, successeur de Michel de Guy. Alors, ce numéro, le voilà, il est là, 194, de 2005, donc 2025, c'est le 4e numéro de 2025. Je ne peux pas le donner, hein. Vous pouvez le consulter, mais vous ne pouvez pas l'emmener, mais vous pouvez le commander si vous voulez. Et il y a deux fascicules que vous pouvez consulter aussi, que j'ai fabriqués moi-même, parce que c'est très difficile d'avoir des tirés à part dans ce monde très, très développé. Et voilà, donc vous pouvez un petit peu regarder. Là, il n'y a que mes poèmes, hein, mais ils sont dedans, ils sont dans ce numéro. Voilà. Et ça, c'est un des derniers numéros de la revue de poésie créée par De Guy, et qui est maintenant dirigée par Martin Rueff. Il y a eu une lecture à la Maison de la Poésie, Passage Molière, 24 janvier. Hein, que j'ai présenté mes poèmes aussi le 24 janvier. Alors, il y aura quelques poèmes qui ont été publiés dans ce numéro. Alors, pour donner le ton de l'imprononçable dédicace, un soir, j'essayais l'exercice à prof erré, fût-ce l'épelle d'un mot de passe, de lettre en lettre, qu'il s'inscrive en ligne au-dessus de moi, au tableau des mystères. Un de plus, me dis-je, que je ne rattraperai pas. Trop haut pour être lu, trop minuscule pour être saisissable, juste compliqué, presque un rébus, je ne sus l'enrouler de ma langue pour l'enrober ensuite, puis faire claquer quelques accents, provoquer le sens, pour l'entendre teinter plus près à l'oreille, celle-ci tendue vers ma bouche, avant d'en réfléchir ce qui sort d'elle. C'est vertueux, mais de l'oreille à la bouche, le chemin est trop court. Pas le temps de détailler, lettre à lettre, le son d'une élocution. Je n'eus pas plutôt tenté d'hérisser le R, réminiscence du cratyle. Je n'eus pas plutôt tenté d'hérisser le R, d'iriser le I, et de palater le T, et même de balbutier le B, et de siffloter le S, que l'intention s'échappa en quête d'elle-même, montée à la verticale, certaine de porter le message de ce qu'elle voulait dire sans moi, tandis que je restais désemparé, un tas de syllabes par terre, incapable d'en faire la dédicace que je voulais. Je sus plus tard pourquoi. Je n'avais jamais eu de réponse à ma question. Alors, suit donc deux poèmes qui portent sur le son, très cratylien, mais à ma mode. Hein, c'est-à-dire que je ne suis pas le texte de Platon, pas recommencer. Bon. Le poème qui suit s'intitule Rho, la lettre Rho. Dans le cratyle, dans le dialogue, Rho, ça signifie quoi? Il y aurait une essence phonique. Vous voyez, on mettrait une essence à côté du son. Le son serait là pour une essence. Bon, tout ça, c'est louche. Hein. C'est Platon qui le fait dire, mais il ne le croit pas forcément. Bon. Rho. Et en même temps, c'est un poème qui est dédié à Nurit Aviv, parce qu'elle travaille aussi sur la lettre R. Elle a fait un très bon film sur les lettres errantes, et on est un peu branché sur tout ce qui concerne la tonalité de la prononciation, la profération, qui n'est pas la profession. Rho, excitation de l'être en mouvement, c'est la lettre sonore à l'esprit, une vraie rumba le saisit, profil bas, dansant noir, hier exalté, altier, saut d'aspiration, le sait, l'enjouit aujourd'hui. Rho, râleur, il raille à souhait, de lui-même sème ce hasard au mental, là où même s'ignore. Il est flux en continu, ne se propage qu'en jouant la sifflante,
fait-il, après rrr, tandis qu'il s'écoule jusqu'à rendre la langue érectile. Il chuinte aussi, histoire de faire entendre à l'extrême apical d'un son plus vibrant, plus colérique, une trille d'éros, roche, roulant en médisance, des airs de phallus avant d'ériger le signe dental d'une peur de castration. À la stase du trident, bruit le S de l'arrêt séditieux, traquant sur son passage quelques ondelettes, façon d'inscrire au reflux dans le sable les turbulences de son impétueux passage, élan, mouvement et dureté. Restent formés les reliefs attestant les attaques par série, graphes, lingots, comme après séisme. Surviennent alors en coulée les périodes des premiers atomes, dont l'alphabet accuse les tournures rusmoï. Rusmoï, déposé à marée basse, c'était Aristote. En alternance, consonnes et voyelles tissent alors les noms pour les choses qu'il ferait connaître, dit-on. Non sans le liant du verbe proférer R laut, laut en allemand ça veut dire à haute voix, haut et fort, à l'avant-scène d'un palais vocal. D'où ruissellent en lettres les caractères voisés de nos organes, expédients sonores aux accents de nos humeurs, des plus suaves aux plus durs. Toute une caractérologie défile à la galerie du rhapsode, le rhapsode philosophe, tandis que Rho fluvial emporte tout, logos inclus. Voilà, bien fait pour le logos. Le troisième s'intitule psophos. Alors, le mot psophos en grec, il est très important aussi dans le dialogue de Cratyle, ça veut dire le bruit. Le mot le signifie. Évidemment que Socrate est pris dans la trappe. Il faut essayer d'expliquer pourquoi psophos, quelle essence phonique se cache derrière psophos. Qu'est-ce que c'est cette dénonciation, cette profession sonore de ce que serait la chose derrière le nom? À quoi Platon, évidemment, on croit qu'il y invite à le croire. En fait, c'est plus compliqué que ça. Psophos, une syllabe ou deux. Pour moi, ce sera ce jour. Psophos, le bruit du son en souvenir du choc de l'air, de caillou en caillou. Commencez par deux syllabes. Enchaînez le vers à juste un module de presque rien, quelques mètres à proférer. Juste à enrubanner, tirelire, ressort à débiter des rythmes, un mot de passe, que des consonnes à compter, inchantables. Le poème est percussif, avant déroulement. Il ne roule qu'ensuite, après coup, si le code est lancé. Un décasyllabe, Valérie, c'est déjà long. Comment loger là-dedans les voyelles d'un sens, d'un seul coup de dé? Allusion à Mallarmé, bien sûr. Faire entendre la corde d'un calque prononcé avant que ne décline la rime. Est-ce possible? Pour quelques drachmes, trébuche l'organe son d'un gramme obscur. L'oralité mystérieuse d'une lettre, index à faire voix et nullement à dire vrai. Je suis d'accord avec cette vérité du corps de l'esprit que n'est pas la pensée cristalline. L'outil même consonne dans l'attirail de ses pinces pour faire que Vulcain l'emporte sur Apollon. Cela s'appellerait machiner le dire, c'est dans le Cratyle, machiner le dire, jusqu'à le dénoncer. Dans son à travers non-sens, un matériel ténèbre. Faut voir l'organe profond, comment s'érogène le muscle du premier nom, puis un sextuple intonné de la glotte à la lèvre, mouvement mu, grave, tendu à l'arc d'un sans forme,
là où s'anime l'envers animal d'une contracture à peine musicale pour renforcer le poème advenu sous l'enclume. C'est de la forge, hein, c'est très c'est chtonien, hein. Et évidemment, c'est une allusion, Psophos aussi, au bruit des coquilles d'huîtres avec lesquelles les Grecs votaient, hein. Donc la coquille d'huître faisait un bruit très rocailleux, pas du tout joli, hein, dans l'urne, hein. Et donc Psophos, c'est aussi ce bruit-là, hein. C'est donc pas du tout... c'est un Platon, c'est une langue grecque rugueuse, vous voyez, où il se passe des choses en ce sens qui ne sont pas forcément douces et harmonieuses. Alors, je vais vous lire que je n'avais pas lu la dernière fois, Acousma. Acousma, c'est évidemment en grec encore ce qu'on écoute, hein. C'est aussi un courant de création musicale, hein, la musique acousmatique. Bon. Ça avait beaucoup intéressé mon compagnon Jean-Marc, compagnon musical, musicologue, que je puisse faire un texte sur Acousma à cause de cela. Et si tout était son, expérience de pensée acousmatique, si tout était son, et peut-être si l'œil, l'ouïe, le tact, l'odorat faisaient un seul sensible de tous ces organes, résonateurs affiliés, alors un air s'écroulerait en stries d'un cristal de chute que ma main lisserait de haut en bas comme la pluie vers soir. Et le vent chanterait par les orgues qu'un regard ferait bruire au long d'un temps démesuré jusqu'à la longe des couleurs mêlées dont j'entendrais battre les senteurs sous l'orage, un rideau de clameurs tonitrué, les saxes haut levés, en fanfare. Tout retraduit deviendrait sensible. Tout retraduit deviendrait sensible en parenté d'accords, sororité des éléments modifiés en une chose, sonore. Tous les sensibles seraient un seul, par mode conjugué, et pas simplement le clavier des couleurs, mais nos tendons s'arqueraient entre parois jusqu'à faire circuler le sang des notes, déchirer nos palais d'orifices par battues de sonnailles à la volée, le monde, le ciel, tout confondu, devenu dès lors ce grand chaos d'osmose. Alors, j'avais aussi une habitude qu'il faut que je retrouve un petit peu. J'ai travaillé une époque, comme beaucoup de musiciens amateurs pas trop nuls, une étude de Chopin, opus 25, numéro 10. Et puis, il m'est venu ce texte, c'est en 2000, quand est-ce que ça m'est venu? Je ne me rappelle plus. Bon. Mais je l'ai soumis à mon ami pianiste, Jay Gottlieb, pour lui demander si ça tenait la route. Parce que, vous savez, il faut pas croire, hein. Je fais attention, hein. Je me renseigne. Bon, je ne dis pas trop de bêtises, j'en dis certainement quand même. Mais enfin, alors il m'a dit non, ça va, tu peux y aller. Alors, c'est en écoutant, hein, c'est en écoutant. Alors ça fait partie presque des exercices que je m'astreins à faire. Un matin, quelque chose monta, une rage dans les doigts, à l'octave, plaquée, ça suit la partition, hein, afin de procéder plus vite par demi-ton jusqu'à la rampe d'une tonalité mineure à la scala d'une gamme porteuse. Jouer en gradin, parallèle, ces séries, affirmées par l'attrait de la sensible, un jeu ternaire, remonter le processus jusqu'à l'éclat sombre d'une fin, puis arracher de haute lutte, contraire au clavier, l'accord d'un dominateur. Alors j'ai senti toucher terre, et je l'ai clamé du dedans. Quel fond je frappais du pied pour remonter à quelle hauteur, pourtant incapable de m'en tenir là, à cette note frappée. Enfin, gravir toutes ces marches de l'immense sanctuaire Gradus ad Parnassom. La musique
Ça, c'est une discussion avec Cage. La musique est ce processus graduel. Ce n'est pas un objet, c'est un processus. Procession et grondement sériel, faisant revenir en résonance l'insupportable vocalité d'un air masovien de l'enfance, par la voix mère, source de vibration, qui faisait enrager le musicien de son souvenir à contresens de la douce Madeleine de Proust. Un caractère à l'hypersensible d'un clavier, pas une nuance à distiller, mais un délit, le contraire d'un délice au jardin, à cause d'une colère montante chromatique, implacable et pourtant contenue jusqu'à l'accord cassé de la crise, explosive au firmament. Cela ira mieux à l'apaisé du lento, c'est un moment de l'opus, toute d'oubli, dénoué parce qu'il y a une accalmie après l'orage, jusqu'au cycle prochain, avant que lentement ne se prépare rubato, un laisser-ployer mélodique, un peu traînant, jusqu'au prochain raptus, d'une incompréhensible attaque de nerfs possédée rageuse. Il y a ça chez Chopin. La musique de l'abattement à l'excitation, comme de l'ennui à l'exaltation, allonge le temps dont l'élongation trompeuse n'a rien de tranquille, ni d'apaisant, rien d'harmonieux non plus avec soi-même. Une déclinaison ne cessant pas de s'écarter, qui alanguit de promesse en promesse, fait entendre le son altéré d'une musique, d'une menace sourde d'abord, puis éruptive. Récidive le triolet, à l'octave chromatique comme au début, jusqu'à l'accord résolutif d'une sombre menace en si mineur, reportée à plus tard depuis le début. J'ai senti toucher terre, comme Descartes, mais la terre en sous-sol n'a rien d'un fondement assuré ni garanti. Peut-être soutient-elle l'escalier du diable. Le temps d'entendre, strié, à quelle répétition d'enfer est soumise la fureur de ne pouvoir vivre le temps. Très bien. Un dernier poème. Excusez-moi. Alors. Peut-être poème sous presse, mais il y en avait un autre qui m'avait inspiré aussi sur le plan poétique, qui était le Carillon d'Enesco. Oui. Mais je ne sais pas si ça va passer bien. Il y a un poème sous presse, ou Faire être, que j'avais déjà lu la dernière fois. Je ne sais pas. Allez, poème sous presse. C'est plus court. Poème sous presse. Poème me tenaille, piétine et trépigne. Impatient, il me presse d'impression à naître. Volubile en moi, il persiste à bégayer. Électroson, n'importe. Les voici éjectés en pagaille de l'usage, auquel ils se pliaient avec la docilité plastique de l'accord entre nous. Ces mots, désormais non conformes au pli de l'ordre, à la garantie de l'articulé qui nous gouverne, au vouloir du sens établi. Cogne, crié, encore sans voix, proféré, avant d'être écrit, antérieur au poème, un tas de jetons. C'est l'image de Valérie, ça, les jetons. Et pourtant, je le veux, ce poème, né d'une poignée de syllabes qu'on dit jeter au hasard. Je le veux, mon décasyllabe. Toujours Valérie. Avant que naisse le poème, du sexe à la voix, avant qu'il me veuille quelque chose, avant même que la lettre ne s'étire en phrase pour faire monde. Et pourtant, faut pas rêver, signifier, S apostrophe, ignifier, qui veut dire prendre feu. C'est prendre feu. Quand pulse l'âme souffle, psyché, à la braise des atomes, plus rapide que ceux du corps. Voilà. Merci.